et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur de Paris, au Forum 104, un lieu de dialogue culturel et religieux, pour parler du dialogue entre l'écologie et la politique. Et oui, nous, chrétiens, sommes de plus en plus nombreux à nous engager sur les questions de justice sociale et climatique. Et pourtant, nous entretenons encore souvent un rapport un peu ambigu aux politiques, marqué de désenchantement ou de désintérêt. Alors, comment réconcilier foi, écologie et politique? Je propose qu'on en discute avec nos deux chroniqueuses, Laura Morosini et Sœur Noélie. Je les retrouve tout de suite. Laura Morosini est directrice Europe du mouvement Laudato Si, un réseau chrétien international engagé sur les questions écologiques. Spécialiste de sciences politiques et juriste de l'environnement, Laura milite depuis longtemps pour faire entendre les enjeux écologiques dans l'espace public. Elle a fondé en 2012 l'organisation Chrétiens Unis pour la Terre et a participé 5 ans plus tard à la conception du label Église verte. Sœur Noélie Djemadoumbay est originaire du Tchad et religieuse Xavier. Géographe urbaniste, elle a décidé en 2017 de poursuivre ses études en France à la faculté Loyola à Paris. Sœur Noélie est aujourd'hui doctorante en théologie morale. Son travail de recherche porte sur la formation morale des sujets en contexte de crise écologique. Sœur Noélie, Laura, bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Alors, on est ensemble pour parler du rapport entre l'écologie, la foi, la politique. Un thème pas forcément facile. La politique, le politique, c'est police, l'organisation de la vie dans la cité. Laura, est-ce que tu peux nous donner un peu la distinction entre la politique, le politique justement? Alors, la politique, tout le monde sait ce que c'est. Le jeu de pouvoir, souvent adressé à la conquête du pouvoir. Oui. Et le politique, c'est ça qui est plus intéressant à mon sens, c'est l'amour du collectif en fait. Donc on n'aime pas seulement son conjoint ou ses enfants, mais la société dans son ensemble, voire la création. L'amour du collectif, ça te parle, Sœur Noélie? Oui, tout à fait, parce que là, tout le monde trouve aussi sa place. Il y a peut-être ceux qui sont appelés plus à être dans le jeu de la militance politique, et puis la gestion de la cité, s'engager dans la cité, eh bien, c'est l'affaire de tous, de tous les citoyens. Mhm. Une façon, par exemple, qu'on peut avoir de s'engager, c'est d'interpeller les politiques, ceux qui en ont le métier de faire de la politique, et de l'interpeller peut-être avant des élections, comme des élections européennes, et après également. Et au mouvement Laudato Si, c'est un de nos 3 piliers, faire entendre nos voix en tant que chrétiens. Eh bien, merci. Ça nous permet de rentrer très vite dans le vif du sujet, c'est super. Je propose qu'on continue la discussion en plateau. On va s'installer? D'accord. C'est parti. Alors, Sœur Noélie, tu es tchadienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la politique? Alors, au Tchad, la politique, c'est la course au pouvoir. C'est un moyen de s'enrichir. D'accord. Donc tu as un rapport assez éloigné à la politique. Tu regardes ça de loin en te disant c'est quelque chose de compliqué dont il faut se tenir à distance? C'est à la fois quelque chose de très compliqué dont il faut se méfier, et en même temps, c'est une question de vie, de survie de tous les jours. Donc, il faut s'engager malgré tout. D'accord. Laura, toi, est-ce que tu as déjà pensé à faire de la politique? L'idée m'a effleurée. J'ai fait des études de sciences politiques, donc c'était pour changer le monde, initialement, pour réagir à l'injustice. Mais sur le champ électoral, j'ai vite compris que ce n'était pas mon talent principal. Je suis plutôt quelqu'un qui conseille, qui écrit, qui réfléchit, et pas qui parle en public. D'accord. Laura, lorsque les catholiques prennent la parole pour parler de sujets politiques, c'est souvent pour des questions de morale sexuelle ou de bioéthique. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour les chrétiens à faire de l'écologie, notamment, une nouvelle porte d'entrée en politique? Pour moi, ce à quoi on est appelé, faire de la politique, c'est faire advenir le royaume. Travailler à faire advenir le royaume, ce qui veut dire justice, et ce qui veut dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, nouvelle alliance avec l'ensemble de la création. Je crois qu'on est amené à travailler ce sujet-là qui va tellement mal aujourd'hui.
Alors, être un leader chrétien en politique aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Pierre Urmic nous en témoigne. Il est catholique, l'actuel maire de Bordeaux et engagé écologiste. Je vous propose d'écouter son témoignage et d'en parler juste après. C'est beaucoup à Jacques Ellul que je dois mon engagement politique, ça c'est certain. J'aime me définir comme un disciple de Jacques Ellul, mais un disciple indiscipliné, parce que je n'ai pas suivi jusqu'au bout son enseignement, puisqu'il faisait tout pour nous dissuader de faire de la politique. Il disait, si vous faites de la politique, vous aussi, vous allez contacter la peste politicienne très rapidement, donc gardez-vous de faire de la politique au sens traditionnel. Ben, écoutez, j'ai un peu désobéi. Pierre Urmic nous parle de Jacques Ellul, un penseur très original, théologien protestant, sociologue qui est parfois catégorisé d'anarchiste chrétien et qui est précurseur de l'écologie politique. Comment vous recevez ces propos de Pierre Urmic, Laura ? Moi, je partage l'enseignement de Jacques Ellul avec Pierre Urmic. J'ai fait mes études également à Bordeaux. Mais moi, Jacques Ellul, il ne m'a pas éloigné de la politique, il m'en a rapproché, au contraire, parce que par ses écrits sur le système technicien, il permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Il ne donne pas des voies précises sur comment s'engager, mais comprendre, c'est quand même une première étape. Et comprendre en particulier ce système, par exemple, de la voiture, où l'envahissement et le fait que toute l'organisation de l'espace soit liée à la voiture, eh bien, ça enlève de la liberté aux plus faibles, aux piétons, aux vélos, aux enfants. Et donc, moi, ça m'a amené, par exemple, à m'engager dans la cause du vélo. D'accord, donc comprendre pour s'engager. Sœur Noélie, que t'inspire ce reportage avec Pierre Urmic ? Je consonne un peu à ce qu'il dit, parce que c'est un peu la situation au Tchad, où la politique politicienne, il faut plutôt s'en méfier. Mais en même temps, si les chrétiens ne s'engagent pas, qui va s'engager? C'est très facile de laisser les autres s'engager. Donc, c'est plutôt comment s'engager autrement et faire de la politique autrement que de la politique politicienne. Alors, les catholiques continuent à avoir un rapport plutôt ambigu aux politiques, même s'ils sont très nombreux à s'engager profondément dans leur paroisse, par exemple. Est-ce que la crise climatique peut être une nouvelle voie d'engagement ? On en parle tout de suite avec vous, Noélie et Laura. Sœur Noélie, l'écologie politique est un mot qui peut faire un peu peur aux chrétiens aujourd'hui. Et pourtant, le pape François l'a un peu remis sur la table en parlant de la politique qui est au service du bien commun et en parlant de politique et d'écologie intégrale. Quel rôle la politique peut-elle jouer aujourd'hui au service de la conversion écologique ? Alors, comme vous venez de le dire, le pape François, dans la ligne de ses prédécesseurs, insiste pour dire que la politique est une forme excellente de la charité. Et comme telle, elle est une voie de sanctification. Mais la vocation vraiment de la politique, c'est de servir le bien commun et de promouvoir une culture de la protection. Et nous sommes dans le cadre écologique, la protection de la terre et la protection des plus pauvres. C'est vraiment le point fondamental de l'engagement politique, selon le pape François. Alors, tu as utilisé le mot vocation. Est-ce que ça veut dire justement que la politique, c'est une vocation pour certains chrétiens, ou bien la politique, elle est pour tous ? Qu'est-ce qu'il nous dit le pape François ? Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique au premier rang, mais le pape François insiste pour que la politique soit inclusive. Et nous avons vu dans le numéro 38 de Laudate Deum qu'il espère même que la politique soit davantage une politique d'en bas qui puisse être portée par tous ceux qui sont jusqu'à présent invisibles sur la scène politique. D'accord. Il y a aussi une question qu'on entend chez les chrétiens pas mal, c'est le Christ ne s'est pas engagé en politique, il ne s'est pas rapproché d'une faction, d'une tendance parmi les Juifs de l'époque, les Galiléens, etc. Et donc, à son image, on ne devrait pas faire de la politique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument de certains chrétiens ? Effectivement, le Christ n'a pas fait de la politique politicienne, mais engagé sa vie au service d'un plus grand. C'est cela, faire de la politique. Délivrer une femme malade, délivrer un handicapé, le remettre debout. C'est cela, faire de la politique aussi.
Donc, effectivement, il n'a pas fait de la politique politicienne, mais il s'est engagé dans la lutte contre tout ce qui aliène la dignité humaine. Donc là, la politique est vraiment conçue comme un service pour une communauté, pour un plus grand nombre. Effectivement, la politique est vraiment au service de la dignité humaine, au service du bien commun, au service de la promotion de la vie. Et comme tel, oui, il est un politicien. Laura, si je dois voter demain comme chrétien et comme écolo, quelle pourrait être ma grille de lecture? Est-ce que tu peux nous aider un peu à décortiquer tout ça? Alors voter, c'est très important, c'est un droit et un devoir, je dirais, mais ça n'est qu'une partie de l'engagement. Pour bien voter, il y a deux choses qui sont vraiment très importantes. La première, c'est de lire, de prendre la peine de lire les programmes, de lire vraiment des articles de fond, par exemple, et de ne pas s'en tenir à des petites phrases, des racontards, des émissions de politique spectacle, de discerner en s'interrogeant vraiment sur le fond des choses. Il y a une deuxième chose, c'est de s'engager entre un vote et l'autre. De s'engager entre un vote et l'autre? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire entre deux échéances électorales. Voilà, on n'est pas citoyen un jour tous les 5 ans. Et en fait, cette expérience du travail au service de l'intérêt général, dans un quartier, dans une ville, même avec sa paroisse, cette expérience permet de découvrir, d'apprivoiser la chose commune. Et ça, c'est fondamental parce qu'on, comme disait Don Milani, qui a formé des générations de jeunes catholiques engagés, à quoi sert-il d'avoir des mains si c'est pour les garder dans les poches? Il ne s'agit pas d'avoir les mains propres, mais d'avoir des mains qui agissent. Donc tu as dit se renseigner, vraiment ne pas hésiter à aller chercher l'information à la source quelque part, et puis s'engager entre deux votes, c'est un peu ce que j'entends de ce que tu dis. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a eu quand même un malentendu sur les valeurs chrétiennes à défendre en politique? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quand même à dire que les valeurs de justice sociale, de protection des plus faibles méritent d'être défendues, et c'est sur ce sur quoi les catholiques devraient, et les chrétiens, se concentrer? Alors, on peut dire, par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un peu deux grands principes. L'amour du prochain, qui est le principe, je dirais, politique numéro 1. Voilà, Jésus résume l'ensemble des commandements. Et ce qui est nécessaire pour l'amour du prochain, c'est-à-dire protéger la paix et construire la paix. Je m'inspire beaucoup de la figure de Robert Schuman, un des pères de l'Europe, oui, qui a voulu construire la paix et qui d'ailleurs a été nommé bienheureux par le pape récemment grâce à ce travail de construction de paix. Quelles sont les conditions de la paix aujourd'hui, en fait ? On voit que les questions écologiques, la stabilité du climat, par exemple, est nécessaire pour la stabilité de nos sociétés, pour la paix civile et pour la stabilité de notre vie de tous les jours. Et alors, de ce point de vue-là, quels sont les partis vers lesquels on devrait se diriger? Est-ce qu'il y a des partis interdits, des partis à privilégier, selon toi? Là aussi, question difficile. Là aussi, j'ai envie de dire, il faut lire. Il faut vraiment lire honnêtement les programmes et lire aussi Laudato Si, Laudate Deum, les discours du pape, le discours par exemple à Marseille sur l'accueil des migrants. On voit en lisant ces discours que clairement, tous les partis ne sont pas compatibles avec le christianisme. D'accord. Et Laura, est-ce que toi, tu irais t'encarter dans un parti, par exemple, personnellement? T'encarter, je trouve que ça sonne un peu comme t'enterrer. Il faut dire quoi alors? Pas s'encarter? S'engager. S'engager dans un parti. Moi, je considère que je suis engagée en politique, mais autrement. Mais je pense que si on en a le charisme et si on en a le goût, c'est une façon particulière de faire de la politique, celle à travers les partis politiques. C'est bien d'y aller. C'est une façon tout à fait noble de servir son prochain, de s'engager dans un parti, mais aussi dans une ONG, dans une association voilà, de quartier, national, international, dans un lieu de réflexion aussi. Voilà, il y a différentes façons de faire de la politique. Alors, vous nous l'avez dit, oui, écologie et politique sont conciliables et il y a une urgence même à s'intéresser, chacun d'entre nous, aux politiques. Mais comment fait-on concrètement? On va en parler tout de suite avec vous, Sœur Noélie et Laura.
Ils ne sont pas très nombreux en France, les leaders politiques qui ont décidé de s'engager au nom de leur foi. Vous l'avez vu, c'était le cas du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, qui a été élu en 2020 et n'a pas tardé à prendre des mesures très concrètes. Regardez ce reportage de Laurie Copeau et Félicité Gavalda. Sitôt élu, j'ai déclaré l'état d'urgence climatique sur le territoire de la ville de Bordeaux. La première décision que j'ai prise, qui est mise dans ce sens-là, elle est, je dirais, politico-administrative, en ce sens que j'ai fait en sorte que ma première adjointe soit une adjointe en charge des finances, ce qui est tout à fait classique, mais qu'elle soit aussi en charge du défi climatique. Ce qui veut dire, concrètement, c'est que toutes nos politiques d'investissement sont examinées à l'aune de leur impact climatique. Et ça, c'est très rare. Bordeaux est une ville magnifique, mais c'est une ville qui est très, très minérale. Je me suis attelé à cette végétalisation indispensable de la ville en disant aux Bordelais, écoutez, on va avoir des étés de plus en plus caniculaires. Notre meilleur allié pour résister à la canicule, ce sont les arbres. Donc beaucoup végétalisé avec un rythme d'environ 14 000 arbres par an, ce qui est énorme. On végétalise cette place avec des fruitiers accessibles à la population. On installe des bancs, une fontaine qui vont faire que les habitants du quartier vont pouvoir enfin profiter de cette placette. Avant, il n'y avait pas de lieu de quartier, il n'y avait pas de place. Et là, on va vraiment créer un lieu qui sera agréable et végétalisé, c'est-à-dire plus adapté dans un contexte de fort réchauffement climatique. On pourra circuler sur cette place en période de canicule, alors qu'avant, elle était juste impraticable. Le but, c'est qu'on se rend compte que finalement, le tout urbain, ça ne nous convient pas. On a longtemps, on va dire, urbanisé les espaces. Petit à petit, la ville s'est tellement modernisée, elle a grignoté les espaces verts. On peut et on doit réconcilier justement la vie urbaine et la vie rurale. C'est aussi la politique actuelle. Plus ça va, plus on essaie de remettre des espaces verts et la végétalisation. On le voit avec les places, on voit avec les arbres qui viennent de plus en plus plantés, on voit avec les mini-forêts. Mon engagement spirituel et mon engagement politique sont intimement liés. Ma vision écologiste de la société, elle est aussi liée à ma vision, ma lecture de la Bible. Mais je ne mélange jamais pour autant les genres. Je suis très attaché au fait que nous sommes un État laïque et qu'il ne convient pas qu'il y ait des interférences entre ces deux mondes-là. Donc, je dis rarement que je suis catholique. C'est bizarre, ce sont mes adversaires politiques qui, au moment de la campagne électorale, voulant me dénigrer, c'est assez étonnant, ont mis dit « Oh, vous vous rendez compte, en plus Urmic, il est catho ». Beaucoup pensent que c'est incompatible d'être de gauche et catholique. Personnellement, je ne le pense pas. Et en tout cas, d'être écologiste et catholique, ça me paraît avoir une certaine cohérence. En tout cas, à mes yeux, c'est très cohérent. L'encyclique du pape François, là aussi, est une encyclique très politique. J'aime bien cette notion d'écologie intégrale, quand on dit c'est à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est-à-dire avec la dimension écologique et la dimension sociale, que le pape s'évertue à rendre totalement indissociable. Voilà, je me retrouve entièrement dans cette encyclique. La spiritualité vous aide à affronter le monde, pas seulement le monde politique, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Elle vous donne l'espérance. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui s'engagent. Je pense que les chrétiens sont aussi des citoyens et que si vous voulez changer le monde, il faut s'engager. Qu'est-ce qui vous interpelle ou vous touche dans les propos de Pierre Urmic qu'on vient d'entendre? Laura? Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'il dit vers la fin sur une laïcité qui rendrait invisible la foi des élus. Je pense que c'est une vision un peu trop stricte
de la laïcité et qui est souvent présente à gauche. Et du coup, on dirait qu'il n'y a que les élus écologistes ou de gauche souvent ne s'adressent jamais aux catholiques, aux chrétiens, alors que d'autres le font de manière très, très claire et souvent d'une manière un peu passéiste et voire réactionnaire. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec son extrême discrétion qui peut virer à l'invisibilité en fait de ce type d'engagement. Sœur Noélie, tu nous partageais tout à l'heure, au Tchad, le pouvoir est souvent perçu de manière négative. On peut dire un peu la même chose en France. Comment se comporter vis-à-vis du pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler personnellement pour ne plus avoir peur du pouvoir ou pas le percevoir de manière si négative? Je pense qu'une des premières choses, c'est la lucidité. La lucidité? Il faut vraiment regarder les choses avec beaucoup de lucidité parce que sur des questions politiques, nous sommes souvent sur des réactions épidermiques et cela ne contribue pas à nouer un dialogue serein. Donc, je dirais une première chose, ce serait vraiment d'être lucide, bien identifier ce qui pose problème et non d'aller sur des accusations de vie privée, personnelle, chercher à dénigrer absolument l'autre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que l'homme politique en question fait que je suis amenée à le dénigrer. Ensuite, je pense qu'il faut rester dans le dialogue, tout en affirmant clairement sa position, ne pas verser dans un compromis qui enlèverait toute liberté. Mais affirmer assez clairement sa position, mais j'insiste sur le côté objectif. Rester autant que possible objectif et aussi constructif, proposer des solutions. Parce que parfois, nous pouvons être très facilement dans la dénonciation, mais nous ne proposons pas toujours des alternatives pour amorcer d'autres voies possibles. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de deux chrétiens engagés de manière très différente dans le champ politique. Josiane Gauthier du CITC, l'équivalent européen du CCFD Terre Solidaire, et puis Tanguy, qui est membre d'un tiers-lieu en Bretagne. J'ai la chance, au sein de la CITC, de faire un travail collectif de plaidoyer politique pour la justice climatique au plan international et européen. On dénonce, on mobilise, on lutte pour des lois qui protègent les droits humains et la planète. J'ai pu aussi à l'occasion participer aux conférences sur le climat pour faire entendre nos voix et celles de personnes qui n'ont pas accès au pouvoir. Mon mode de vie, par contre, est très privilégié et aussi très injuste vis-à-vis du reste de la planète. Je sens donc une responsabilité de faire tout ce que je peux pour renverser ce déséquilibre. Pour ma famille, je fais des choix responsables de consommation, de transport, d'alimentation. Et pour être cohérente, j'en exige autant des décideurs politiques et des entreprises. À tous les jours, j'ai le choix, on a le choix d'agir, soit pour défendre et protéger cette planète, ou se décourager. Moi, j'ai choisi d'agir. J'aime dire que la personnalité politique préférée des chrétiens, c'est le Christ. En tout cas, moi, c'est le feu qui me met dans l'action. Comme lui, moi, je pratique une politique de terrain. Les habitants du territoire décident et s'autogèrent, bref, l'anarchie et le biorégionalisme. Concrètement, moi, je suis apprenti maraîcher, j'aide les gens dans la galère et j'accompagne les organisations et les collectivités à la gouvernance partagée. Ma société idéale, c'est de la dignité pour tous, c'est traverser nos conflits, faire converger nos différences dans l'action. Plus de consentement, plus de redistribution des pouvoirs et des richesses, la propriété, c'est le vol. Prenons soin de la terre et puis faisons ensemble, soyons amis pour cultiver l'espérance. Sœur Noélie, Laura, on arrive au terme de notre émission. Une dernière réaction après ce qu'on vient d'entendre? J'aime bien entendre que nous avons le choix chaque jour, soit le choix de nous engager ou de nous décourager. Et je trouve que même dans ce qui nous paraît complètement comme insurmontable, nous avons toujours des choix, des petits choix, mais des choix certains à poser. Merci, Laura. Je remarque qu'ils ont tous parlé d'espérance.
Et l'espérance, elle se construit. Et donc, si on ne veut pas juste râler dans son coin, il faut ne pas avoir peur, comme disait Jean-Paul II. Et puis, l'évangéliste avant lui, n'ayez pas peur et ne hurlez pas avec les loups, et ne râlez pas dans votre coin. Engagez-vous, c'est comme ça qu'on change les choses. Eh bien, c'est sur ces 2 messages d'espoir qu'on va conclure notre émission. Merci beaucoup, Laura, sœur Noélie, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.